de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Plus d'1,5 million de Français seraient concernés par cette maladie qu'est la bipolarité. Maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l'humeur, avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de dépression. Peut-on lire sur le site par exemple de l'assurance maladie. Ce qui n'arrange rien, c'est que les bipolaires ne sont pas forcément au courant. La durée moyenne avant le diagnostic étant de 6 ans. Alors voilà tout simplement la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec mes 3 invités du jour. Tout simplement, comment savoir si l'on est bipolaire ? Et j'ai la joie de recevoir dans cette émission mes 3 invités. Pour commencer, Hélène Vecchiali. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous revoir dans cette émission. Merci de cette invitation. On est toujours ravis de vous recevoir. Vous êtes psychanalyste. On peut mentionner votre dernier ouvrage, Bienvenue en thérapie. Ça donne vraiment envie de s'y colter, ça y est, de s'y mettre sur le divan. Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup de divans. Il en reste encore, cela dit, je crois. Oui, de la vraie psychanalyse à l'ancienne. Aux éditions Larousse. En tout cas, vous vulgarisez aussi d'une certaine façon. C'est l'occasion de vulgariser un petit peu la psychanalyse, comment ça se passe, qu'est-ce que ça peut restaurer, réparer, la résilience, la rédemption même dont vous parliez juste avant de rentrer dans ce studio. Avec aussi des épiphanies. Et je ne parle que de ça d'ailleurs. Et des résurrections peut-être. Tout à fait. 17 patients et je raconte ça comme des énigmes policières et des énigmes qui sont résolues. Puis en côté 17 concepts que je vulgarise pour qu'on comprenne comment on en est arrivé à ces épiphanies, à ces moments justement de guérison. Et puis 17 films en miroir qui peut nous éclairer. Qui éclaire autrement, voilà. Comme la musique, certains l'ont fait avec la musique, vous le faites avec le cinéma, et c'est remarquable. Avec la musique dans un livre, c'était plus difficile. Donc raconter en revanche des films, c'était effectivement... Puis moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque mon oncle Paul Vecchiali était réalisateur, donc... j'ai pu allier ma passion pour la psychanalyse et ma passion pour le cinéma. Merci en tout cas Hélène Vecchiali. Nous sommes également en compagnie de Noël Desmaranges. Bonjour Noël. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Merci de me recevoir aussi. Alors vous qui êtes, on peut dire que vous êtes victime de bipolarité, vous êtes bipolaire, on dit ça ? Voilà, je suis atteinte de bipolarité depuis un certain temps. Oui. Depuis l'âge, en fait, on m'a diagnostiqué bipolaire à l'âge de 18 ans, 19 ans. Donc, moi je trouve ça tard, mais oui, c'est pas tard, c'est plutôt tôt. C'est plutôt tôt parce que je commençais à être adulte et en fait, au départ, je savais pas du tout que j'étais ainsi, quoi. Vous étiez comment à cet âge-là ? C'était l'année plus ou moins au bac ? Voilà, c'était juste après, l'année de mon bac et en fait j'ai fait une grave dépression nerveuse. Je suis restée des journées, je m'enfermais dans ma chambre, les volets fermés, je ne mangeais plus, je dormais pas. Et après, en fait, ma sœur a alerté mes parents en disant mais il faut faire quelque chose. Vous dites, j'ai eu le bac, dans votre livre, La bipolarité et moi, Noël Desmaranges, aux éditions du Lys Bleu, juste avant que nous accueillions par téléphone Fabrice Solière. Effectivement, on en parlera, je vous citerai tout à l'heure, parce que j'aimerais bien quand même présenter Fabrice Solière, je ne vous oublie pas. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Vous avez écrit cet ouvrage, Vivre tout simplement avec un trouble bipolaire, du diagnostic à la vie quotidienne. On vit avec, on n'en guérit pas. Fabrice Solière, pardon de vous poser les questions comme ça, à brûle-pourpoint en début d'émission. Vous avez raison, puis j'ai vraiment aucune pudeur à parler de ce trouble ou de cette maladie. Appelons les choses par leur nom, il n'y a pas de souci. Oui, on vit avec et à mon sens, on n'en guérit pas. Parce que guérir, ce serait revenir à l'état initial. Et la maladie est une épreuve. Et je pense que dans les épreuves qu'on connaît dans la vie, personne qui subit une épreuve difficile peut dire qu'il est revenu à ce qu'il était avant de subir cette épreuve. Vous n'êtes plus le même qu'avant. C'est ça la guérison. Non. Et alors, ce qu'il y a d'assez génial, c'est que une femme comme Patricia Digan, qui est
une grande figure du rétablissement en santé mentale. Elle a coutume de dire que, d'abord, elle dit le rétablissement n'est pas réservé aux gens exceptionnels. C'est pas juste quelques favorisés qui vont pouvoir se rétablir. C'est ouvert à tous. Et puis elle dit la maladie nous limite, c'est sûr, nous empêche de faire certaines choses, soit diminue notre capacité à les faire, soit carrément nous empêche de faire certains trucs. Mais elle nous offre aussi de nouvelles opportunités. Et voilà. Allez-y. Non, je précisais simplement pour terminer, clore ce chapitre des présentations, cette introduction à l'émission. Vous avez écrit cet ouvrage épaulé par le docteur Céline Renoir pour la relecture médicale, puisque voilà, c'est probablement elle, j'imagine, hein, qui vous a accompagné dans cette épreuve notamment, ou pas du tout? Alors, non, Céline n'a pas été mon médecin traitant. D'accord. Non, c'est une collègue de travail en fait aujourd'hui. D'accord. Parce que il se trouve que j'ai fait de ma maladie mon métier. Donc vous êtes devenu un spécialiste de la bipolarité. Eh ben en fait, je suis un père aidant en santé mentale. Alors ça, c'est ce qui. Figurez-vous que j'ai appris ce que c'était que cette notion de donc c'est père aidant, hein, c'est ça, hein, ça se dit père aidant. Oui, père aidant. Oui, dans la résilience, dans les cures de désintoxication. En alcoolisme, j'ai appris, il paraît que ça fait c'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, voilà. Vous qui est épaulé à la fois, voilà, qui êtes l'intermédiaire entre les patients, patients témoins, voilà, entre les patients et puis le personnel médical. Alors, il y aura probablement, j'imagine, des similitudes entre vos deux témoignages, hein, Fabrice Saulière et Noël Desmarranges. C'est toujours intéressant d'avoir et riche pour nos auditeurs surtout, hein, qui se posent peut-être la question, sont-ils bipolaires? Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était plutôt franc pour vous, c'était plutôt net pour vous, si ça, à 18 ans, vous avez été diagnostiqué de façon assez claire, Noël. Voilà, c'était clair. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a tout de suite posé le diagnostic, alors que pour certaines personnes, il faut des années. Il paraît qu'il faut parfois 30, 40 ans. Il faut des années, des fois, parce que, si vous voulez, c'est pas... Il y a des gens qui font des dépressions, mais ils n'ont pas le côté manie. D'accord. Et donc, du coup, on soigne pour la dépression et malheureusement, on peut passer à côté, effectivement, de... En tout cas, ce que je peux dire, je peux lire juste comment ça a commencé pour vous. Vous dites, sûr. J'ai eu le bac, j'étais contente et soulagée, mais un grand vide m'envahit. Je sus que je ne ferais pas d'études, mon état de santé me dissuada, je me sentis fatiguée et sans envie. Est-ce qu'on peut dire, Hélène Vecchiali, vous êtes un peu notre experte à cette table, le pas d'envie, est-ce que c'est le gros symptôme alors, je ne sais pas, de la bipolarité, mais de toute forme de dépression, le pas d'envie, on s'inquiète tout de suite, quoi. Oui, le pas d'envie, des pensées suicidaires même, l'absence de sommeil, vous l'avez bien décrit, plus le goût de manger. Là, on est vraiment dans quelque chose, une vraie maladie, la dépression. C'est pas une déprime où tout d'un coup je suis pas très en forme. C'est une dépression. C'est-à-dire que la dépression nerveuse est vraiment une maladie qui est répertoriée avec tous ces symptômes. Et c'est vrai qu'il y a le vide, perte de sens, aucune envie, aucun désir, pas de libido, pas de souhait, rien. C'est vraiment... Envie de rien. Envie de rien, juste se mettre sous la couette et puis se laisser couler parce qu'on ne sait pas quoi faire, quoi. C'est sûr que là, il faut vite consulter. Et puis, Madame le disait bien, il y a aussi cette difficulté de diagnostic entre une dépression nerveuse et peut-être quelqu'un de mélancolique, hein, une dépression nerveuse qui dure très longtemps, et puis cette bipolarité. Et c'est souvent très difficile de faire cette différence diagnostique parce que quelquefois, les phases maniaques sont très petites et que la dépression est très grande. Lorsque les phases maniaques sont spectaculaires, hein, avec, je pense au père d'un ami à moi qui, tous les 4 matins, a fait des choses extraordinaires, dont la dernière en date, il a rencontré un SDF dans la rue, il a décidé de le sauver avec son chien, il l'a amené à la maison, il l'a nourri, logé, blanchi, il lui a acheté des habits qui coûtaient une fortune, enfin voilà, là on sait que c'est une phase maniaque, hein, il n'y a pas de doute. En revanche, quelquefois, la phase maniaque est très petite,
est très minime, et la dépression très très longue et très profonde. Voilà, donc ça c'est une différence. Et peut-être pour faire la différence, répondre à votre question, quelle différence avec les personnes qui ne sont pas malades de bipolarité, c'est que la bipolarité intervient, enfin les phases de grande excitation et les phases de grande déprime interviennent n'importe quand et sont imprévisibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'événements objectifs externes qui amènent ces états-là. C'est tout d'un coup, ça survient, c'est imprévisible et ça dure. En revanche, les gens qui ont des phases de grande excitation émotionnelle avec des grandes joies et puis des grandes peines quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des raisons. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai gagné au loto, je suis super contente et super excitée. Ou mon chien vient de se faire écraser, je suis très triste. Il y a des vraies raisons et elles sont assez ponctuelles. Voilà la différence entre les deux. C'est des événements. Il y a objectivement des raisons d'être heureux et d'être très heureux. Moi, je suis méditerranéenne, donc quand je suis contente, je suis très, très contente. Manifester. Moi, pareil, je crois. Voilà. Mais il y a des vraies raisons externes qui font que... Ou alors, je vis une grande injustice et là, je suis en colère, très, très en colère. Mais il y a des raisons et puis c'est souvent ponctuel. C'est-à-dire que quand... la joie, elle ne va pas durer éternellement. Alors que là, c'est sans arrêt. Vous Tandis passez que de l'un là, à l'autre sans arrêt. C'est ça, si je me résume bien. Ça dépend des gens. C'est pas sans arrêt. D'accord, voilà. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'ai fait 3 épisodes maniaques dans ma vie. J'ai fait 3 épisodes maniaques et qui m'ont valu d'être hospitalisée. J'ai dû être hospitalisée parce que c'était très grave. Parce que vous étiez trop up. J'étais trop up. La première fois, j'ai fait une bouffée délirante. J'étais complètement en dehors de la réalité. J'étais dans un film. Voilà, je me rendais pas compte. Quoi. D'accord. En fait, on se rend pas compte de rien. On se rend pas compte de son état. Et c'est les autres qui vous disent « Mais attention, Noël, ça va pas du tout. » Mais moi, je me rendais pas compte. Et on pouvait rien me dire. Rien me dire. Donc, la première fois, bouffée délirante. La deuxième hospitalisation, c'était 14 ans après, quand même, la première. Il s'est passé un large temps. C'est fou. Pourquoi j'ai dérapé comme ça? Pourquoi j'ai eu une phase de manie? Parce que j'avais arrêté mon traitement. Malheureusement, j'ai arrêté. Et à chaque fois que j'arrête mon traitement, je me retrouve hospitalisée. Donc, il y a quelque chose... Alors, d'abord, est-ce que Fabrice Solia, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes passé par là? Est-ce que le diagnostic était aussi clair, d'abord, vous concernant? Oui. Alors moi, je suis une bizarrerie statistique parce que la maladie s'est invitée tard dans ma vie. D'accord. Elle s'est invitée dans ma vie, je dirais, j'avais 35 ans à peu près. Ok. Donc tard, en effet. Les gens qui sont touchés par les troubles psychiques le sont pour 50% d'entre eux entre 15 et 25 ans. Oui. Voilà. Et parce que c'était pas aussi... Pardon, allez-y. Non, alors après, on essaie de faire son histoire de vie. Et on essaie de se dire, est-ce qu'il y a des trucs, à des moments, qui peuvent m'indiquer qu'en fait, cette maladie, elle était déjà là, mais que j'en savais rien. Oui. Moi, vraiment, ce que j'identifie, c'est la première manifestation claire de la maladie à 35 ans. Pour avoir un diagnostic, il s'est passé 10 ans derrière. Waouh. 10 ans de souffrance, Fabrice, 10 ans de souffrance. 10 ans de souffrance, 10 ans d'errance, 6 hospitalisations, 2 sous contrainte, de l'isolement, de la contention et tous les traumatismes qui vont avec. Ouais. D'accord. Jusqu'à au paroxysme du truc, j'ai même été étranglé dans un service d'urgence hospitalier. D'accord. Écoutez, on fera une émission sur la violence dans les hôpitaux psychiatriques, peut-être un jour. Il y a beaucoup à en dire, mais c'est pas le sujet. Oh non. Alors, Fabrice, est-ce que vous avez vécu comme ça se manifestait un petit peu comme Noël ou pas du tout les symptômes en eux-mêmes, parce que les auditeurs ont envie de s'y retrouver. C'est intéressant ce que dit Noël. Je voudrais juste y mettre une toute petite nuance, Noël, si vous me permettez. Je voudrais pas que les gens croient qu'il faut se prémunir du bonheur et des émotions fortes.
Parce que c'est pas juste le bonheur et les émotions fortes qui déclenchent les crises. En fait, quand on travaille à ce qu'on appelle la psychoéducation, ce que je fais tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, j'anime un groupe de psychoéducation sur le trouble bipolaire. Hein. Ça consiste à donner des compétences aux gens sur leur maladie. En fait, pour la dépression, il y a des signes avant-coureurs aussi. Mais ils sont beaucoup plus difficiles à identifier. Moi, je sais que par exemple, quand je ne me soigne pas, quand je ne prends pas soin de ma barbe pendant plusieurs jours, pendant 15 jours par exemple, je sais que je commence à avoir un fléchissement de l'humeur. Et il se trouve que comme je suis à un niveau d'alliance thérapeutique très élevé avec mon médecin, je gère une partie de mon traitement tout seul. D'accord. C'est la partie qui gère la dépression de mon traitement. Parce qu'il y a 2 molécules, hein, je prends 2 molécules pour simplifier les choses. Il y en a une qui gère un peu la partie up et une qui gère un peu la partie down. Ouais. Eh bien, pour faire évoluer ça, si je commence à m'apercevoir que j'ai des signaux avant-coureurs de la dépression, je vais augmenter mon traitement antidépresseur. Eh bien, analyse de notre amie Hélène Vecchiali après ses premières observations, si vous le permettez, juste après. Qui de nous deux aime? Ça fait du bien, ça va nous rafraîchir la mémoire. À tout de suite. Fabrice Solière en ligne avec nous, qui a écrit « Vivre avec un trouble bipolaire du diagnostic à la vie quotidienne », lui qui a été diagnostiqué extrêmement tard, à la trentaine, bien tapé, et qui a été épaulé pour cet ouvrage par le docteur Céline Renoir. Voilà, l'auteur en tout cas, qui livre dans cet ouvrage son parcours. Vous qui êtes patient témoin, n'est-ce pas, Fabrice Solière, Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste qu'elle est et auteure de plusieurs livres. Bienvenue en thérapie, le petit dernier, 17 histoires vraies, 17 passions inoubliables aux éditions Larousse. Et enfin, Noël Desmaranges, qui elle aussi a été diagnostiquée plutôt à l'âge de 19 ans, plus tôt que notre ami Fabrice, qui a subi elle aussi beaucoup de souffrances, d'errance, même si elle était diagnostiquée. Et puis on va parler des traitements, puisqu'apparemment c'est pas si simple, aujourd'hui en 2025 en tout cas encore, d'avoir de bénéficier d'un traitement ajusté. Alors je ne suis pas médecin, donc je trouve ça étonnant, mais en même temps, l'humain est quand même, on touche quand même à la fois à la psychologie. On va parler aussi, j'imagine, un petit peu de la génétique. Est-ce qu'on sait plus de choses là-dessus? Est-ce que la recherche avance? Puisque votre livre commence par l'histoire de votre famille, c'est assez étonnant. Noël Desmaranges. Hélène Vecchiali, peut-être un retour sur ce qui a été dit juste avant que nous nous séparions. C'est vrai que c'était étonnant quand, par exemple, Fabrice nous racontait, vous voyez, il sentait que dès qu'il ne s'occupait pas de sa barbe, pendant quelques jours, il y avait un twist quelque part, quoi. Oui, et ce qu'il dit est très juste, à savoir que lui, il a été diagnostiqué tard, puisqu'il dit 35 ans. Mais quand on se repasse le film, il y a des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'on ne devient pas malade tout d'un coup à 35 ans ou à 18 ans, c'est-à-dire que c'est là, après la raison, il y a de multiples hypothèses, mais en attendant, quand on se repasse le film, et quand les gens se repassent le film, ils se rendent compte que oui, il y avait une façon d'être un peu plus mélancolique que les autres, une façon d'être un tout petit peu trop excité que les autres. Tout ça est à bas bruit, et jusqu'à ce que tout d'un coup, la grosse crise maniaque débarque ou la dépression massive assomme. Mais il y avait quand même des petits signes avant-coureurs. Et ça, c'est vrai que et Fabrice dit justement, son anecdote est émouvante et en même temps très pédagogique, quand il dit je vois que je ne me suis pas occupée de ma barbe pendant un moment, c'est que je suis en train de couler un petit peu, il faut vite me ressaisir. Donc c'est vrai qu'après, ces patients sont très très courageux parce qu'ils apprennent à se surveiller et à vérifier qu'ils ne vont pas à nouveau tomber dans des phases difficiles. Parce que, et Noël le disait très bien, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que quand les gens sont en phase maniaque et qui font des choses complètement excitées, waouh, c'est joyeux, c'est génial. Pas du tout, c'est de la souffrance. Et la dépression, pour ça, tout le monde s'accorde pour reconnaître que c'est de la souffrance. Mais c'est une maladie qui fait beaucoup souffrir. Et il est primordial
que de trouver le traitement ajusté, parce que oui, on sait que le lithium, c'est efficace, mais chaque patient a sa propre maladie et ses propres dosages adaptés. Et puis, chaque patient sait aussi que quand il arrête, ça recommence. Donc, il faut vraiment être d'une vigilance absolue. Alors, je vais vous poser une question juste avant de continuer ces échanges passionnants. Et je pense aussi important, évidemment, pour nos auditeurs, bien que les outils, évidemment, aujourd'hui, heureusement, on en parle avec vos témoignages, les expertises diverses et variées. Hélène Vecchiali, est-ce que la société, la question un peu choquante, en apparence en tout cas, génère plus de bipolarité qu'avant. Je pense à la rapidité, au stress, à la performance, toujours la même chose. On en parle tous les jours dans cette émission Quête de sens. C'est hallucinant parce que ça touche à tous les pans de nos vies quotidiennes les uns les autres. Est-ce que oui ou non, il y a quand même, on va en parler des raisons, mais est-ce qu'on peut dire que ça favorise un terrain favorable ? Je crois pas. D'accord. Je crois que il y a quelque chose certainement. Après. Je vais faire des généralités, ce qui n'est pas adapté parce que chaque cas est unique. Hein. Mais je crois en tout cas qu'en psychanalyse, on se questionne, c'est une question, donc ce n'est pas une affirmation, que les choses soient claires, sur une enfance. Et ce qui sera intéressant, c'est en particulier de connaître la place du père dans la vie de ces adultes qui ont cette problématique. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est une hypothèse. Hein, avant, on appelait ça une psychose maniaco-dépressive, la bipolarité. Et dans la psychose, on s'interroge sur beaucoup de cas d'enfants qui ont eu un père non seulement absent, mais surtout absent dans le discours de la mère, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment pas là du tout, qui était même pas là symboliquement. Et je répète, ce n'est en aucun cas une affirmation, et les deux témoignages de ces deux personnes, Fabrice et Noël, là, qui font des témoignages très courageux, pourraient aussi éclairer. Mais il y a une hypothèse, voilà, une hypothèse sur le fait que et je répète, c'est pas seulement un père absent, c'est aussi un père absent dans le discours de la mère. C'est-à-dire que la mère se serait auto-fécondée. Ça a l'air de parler à notre ami Noël. Ça parle à Noël. Donc, c'est en cela où la première nomination était psychose maniaco-dépressive, qui est devenue bipolarité, et c'est plus clair pour tout le monde. Mais on sait que dans les psychoses, il y a à questionner, je le répète, non pas seulement l'absence du père, mais même l'absence dans le discours de la mère, même symboliquement. Parce qu'un père peut être absent, et puis la mère peut dire oui, tu sais, ton père, il faisait ci, il faisait ça, et puis, ou si ton père était là, il ne serait pas content, ou ton père dirait que, etc. Il y a une espèce de chaise vide qui est symboliquement représentatif du père. Là, c'est tout d'un coup, il n'existe pas, il est même pas évoqué, et il est même pas présent symboliquement. C'est toi et moi, on est fusionnels, et je t'ai auto-généré, et il n'y a personne d'autre. Et on sait que c'est à l'origine de beaucoup de psychoses. Donc, c'est à questionner. Ouais. Ça parle à Noël. Tout à fait, oui. Moi, j'avais mon père, il était à la maison, il allait au travail, il revenait à la maison, mais il ne s'occupait pas de nous. On était 6. D'accord. Jamais il s'occupait de nous. Et jamais. Votre mère, elle avait un discours un petit peu comme ce que raconte notre amie Hélène ma mère... dénigrant Avec 6 enfants, c'était difficile. 6 enfants, c'était difficile. Elle s'est occupée tant bien que mal de nous, mais moi, je me suis sentie beaucoup délaissée, beaucoup abandonnée même dans cette famille. Ouais. Et je voulais revenir sur le stress. Moi, je pense au contraire que le stress peut jouer sur la maladie. Je parlais de l'origine. Je croyais que le stress, c'était pas ça. Mais qu'après, favorable. Voilà. Mais quand on a la maladie, puis qu'on rajoute on est sensible. On est sensible. Ça n'arrange rien. Oui, ça n'arrange rien. Oui, d'accord. Fabrice, vous partagez alors, sur les deux aspects. Alors, moi, je veux pas redire ce qui a été dit. Je pense quand même que la société nous fait violence et qu'elle n'est pas organisée pour nous. Voilà. Ça c'est une première chose. Et qu'elle génère un certain nombre de choses.
de traumatisme. Et alors après, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas d'études scientifiques pour le prouver. Je ne sais pas s'il y en a eu de fait d'ailleurs, mais la constante que j'ai avec tous les gens avec qui j'ai parlé, et Dieu sait si j'en ai vu à l'hôpital des personnes atteintes de troubles psychiques, nous avons tous subi des traumatismes dans notre vie antérieure aux troubles. Ouais. Voilà, bon, ça c'est c'est un constat que je fais. Après, est-ce que c'est complètement lié? Est-ce que c'est ça? J'avais envie de répondre sur deux choses que vous avez commencé à soulever, les origines et les traitements. Les origines, aujourd'hui, il y a eu 2 écoles pendant longtemps. Il y avait l'école de la psychogénèse. En gros, c'était de dire le parcours de la personne l'a conduit à avoir un trouble psychique. Ça, c'est psychogénèse. Et l'organogénèse. L'organogénèse, c'est l'organe cerveau a un défaut au départ. Il y a un bug. Mais il me semble qu'il y a toujours 2 écoles de pensée, non? Il me semble qu'il y a toujours ces 2 écoles qui s'affrontent aujourd'hui. Oui, mais elles sont réconciliées par une 3e qui s'appelle l'épigénétique. D'accord. L'épigénétique, pour faire très simple, parce qu'on peut parler longtemps sur ce sujet, c'est globalement la modification d'un gène par le parcours de la personne. Et du coup, ça explique plein de choses. Ça explique pourquoi, dans certaines familles, il n'y a qu'une seule personne qui est touchée. Parce qu'on se disait, c'est pas possible, si c'est vraiment génétique, c'est pas possible qu'il n'y ait qu'une personne. Sur toute une lignée, il n'y en a qu'une. Une seule personne. Et puis dans d'autres fratries ou dans d'autres lignées génétiques, il y avait le père, la fille, le grand-père, tout le monde était touché. Donc on se disait, c'est bien génétique. Et en fait, si vous admettez l'épigénétique c'est donc sa transformation de ce gène. À partir du moment où il est transformé, il devient transmissible. Alors après, il s'exprimera ou pas. D'accord. Oui, pardon. Il est transmissible. Ouais. Voilà. Noël Desmaranges, ça vous parle, d'autant plus que je l'ai marqué sur ma feuille, que ça fait partie de votre histoire, c'est-à-dire vous avez remonté dans l'histoire de votre famille, vous avez été enquêté, parti à vraiment... Je suis partie, j'ai fait un arbre généalogique, et en fait je me suis aperçue que j'ai eu un ancêtre qui est mort assez jeune, vers l'âge de 37 ans, c'était dans les années 1870. Et en fait, j'ai pu voir sur les actes de naissance et de décès dans les archives départementales de la région, du Jura, que en fait, cet ancêtre, il était messager de profession. Il a été messager. Et en fait, c'est quoi un messager? C'est celui qui apportait... enseignement le facteur, les mauvaises nouvelles. Non, il apportait le courrier, des marchandises quelquefois. Ça se faisait en diligence. Il transportait aussi peut-être des fonds. Alors je raconte dans le livre. Après c'est peut-être un peu romancé ce que j'ai mis parce que du coup ça m'a fait penser messager. Ah oui, il transportait des colis et Après, j'ai romancé, c'est vrai. Bon, je vais peut-être pas tout raconter. Voilà, quelle est l'idée l'idée, en fait, c'est que cet ancêtre, il a subi un gros traumatisme. En fait, il est tombé dans une embuscade. D'accord. Il a été maltraité, très torturé. Ok. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, oula, mais parce que moi, dans ma lignée, il n'y a pas de bipolaire, ni dans ma famille, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis bipolaire. C'est pour ça que je me suis interrogée. Bien sûr. Pourquoi moi ? Et donc, je me suis dit, cet ancêtre, il a tellement souffert, il a subi un traumatisme, et ça n'a jamais été, si vous voulez, il n'a jamais raconté ça aux générations, même à sa femme, il ne disait pas, même aux générations suivantes, ça ne s'est pas su. Et Noël, est-ce que ça vous a aidé d'aller enquêter ? Mais bien sûr que ça m'a aidé. En quoi ? Comment ça vous a aidé ? Ça m'a aidé, je me suis dit, je ne suis pas bipolaire peut-être, c'est pas venu comme ça, il y a peut-être une cause, je me suis dit, et alors je suis allée chercher dans le transgénérationnel. Et voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Et Hélène, c'est ce que vous faites Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Comme il n'y a pas beaucoup de temps. Hélène Vecchiali, on n'est pas sur le divan ici.
Est-ce que vous faites appel souvent aux transgénérations, c'est ça, à l'arbre généalogique, etc. Est-ce que vous faites travailler vos patients J'imagine que vous avez des bipolaires, certainement, parmi votre patientèle. Est-ce que ça peut aider? Oui, alors, c'est pas, moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a des psys qui sont spécialistes de ce transgénérationnel. Ouais. Moi, mon idée, c'est que les patients, ils font référence tout seuls. C'est-à-dire que c'est eux qui, à un moment, vont pousser la réflexion sur un grand-père, une grand-mère, puis une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père. C'est vraiment... alors, je peux les inviter, si tout d'un coup, justement, ils se questionnent sur ce qui s'est passé avec une grand-mère ou ce qui s'est passé avec... ou des choses qu'ils ont pu entendre. Ce qui est le plus important, c'est le quotidien, et c'est ce qui se passe ici et maintenant. Ouais. Et comment ils le vivent et en quoi ensuite ils peuvent le raccrocher à quelque chose. Mais en tout cas, jamais je ne commence ou eux-mêmes ne commencent à parler de leur arbre généalogique. Ils arrivent avec une souffrance qui est là maintenant. Ouais. Et petit à petit, on va travailler horizontalement, verticalement, et on va, dans tous les sens. On va avancer dans tous les sens pour... voilà. Et si tout d'un coup... ça fait sens d'aller remonter loin, on remonte loin. Ouais. Mais c'est pas l'objectif. Il y a des psychothérapeutes qui sont spécialistes, et là, les gens arrivent avec leur arbre généalogique, qui est déjà préparé. Et on travaille là-dessus. Là, moi, je travaille différemment. Notamment, mais pas que avec ça. Oui, voilà. Here I am, petite trêve musicale, si vous le permettez, Fabrice Solière. Je sais que vous avez plein de choses à nous dire, comme And Take Me. À tout de suite. Quête de sens. Heureusement qu'on sait rire un peu et de tout. Comment savoir si l'on est bipolaire? En tout cas, c'est bien sérieux. C'est la question que nous posons, que je me permets de poser depuis le début de cette émission à mes 3 invités. Peut-être ne le savez-vous pas, peut-être avez-vous des doutes. En tout cas, si vous nous écoutez petit à petit, peut-être est-ce le temps ou pas d'aller... Voilà, on va voir d'ailleurs qui il faut aller consulter en premier lieu, si on en a des doutes sur sa bipolarité. Fabrice Solière est en ligne avec nous, Vivre avec un trouble bipolaire, du diagnostic à la vie quotidienne, lui qui a coécrit cet ouvrage avec un médecin, Céline Renoir, lui qui est patient témoin, c'est-à-dire qu'il fait l'intermédiaire entre les médecins et puis les patients. Lui qui a eu un diagnostic extrêmement tardif à l'âge de 35 ans, Hélène Vecchiali, psychanalyste qui a écrit Bienvenue en thérapie chez Larousse, est avec nous. Et Noëlle Desmaranges, elle aussi malheureusement touchée par la bipolarité à l'âge de 19 ans et qui a raconté son parcours dans cet ouvrage La bipolarité et moi aux éditions du Lys Bleu. Fabrice Solière, effectivement, alors on parlait de l'arbre généalogique. Est-ce que ça vous a aidé? Vous allez enquêter un petit peu comme Noëlle Desmaranges dans votre famille, etc. Moi, je fais des suppositions, mais d'accord. J'ai pas de choses tangibles qui m'amènent à dire, que j'ai vraiment quelqu'un qui soit atteint comme moi de troubles bipolaires dans mes ancêtres. Voilà, dans mon histoire. Mais bon, j'ai une particularité qui est non négligeable, c'est que je ne connais pas mon géniteur. Donc, il y a toute une moitié de mon arbre généalogique que je n'ai pas. En tout cas, d'un point de vue génétique pur. En tout cas, ça répond à toute cette moitié-là, je peux pas l'explorer. Ce qui est difficile pour vous, j'imagine, Fabrice Solière, c'est un terrain fort favorable, c'est sûr. Ouais. Oui, ça fait je parlais tout à l'heure de traumatisme, ça fait un premier traumatisme. Oui. Et aujourd'hui, il y a la fameuse théorie des 1000 jours, vous en avez peut-être entendu parler, mais ces fameux premiers 1000 jours qui comprennent d'ailleurs l'intra-utérin. Donc, quand on est dans le ventre de sa maman, plus les jours qui suivent juste après, et les traumatismes qu'on connaît dans ces jours-là conditionneraient en partie qui on est après. Ouais. Voilà. Mais moi, comme il nous reste pas beaucoup de temps, il y a une petite chose que je voulais faire, c'est donner 2-3 points de repère aux gens qui nous écoutent parce que c'était l'objet. Comment est-ce qu'on sait qu'on est bipolaire? Allez-y. Bon, alors d'abord, il y a des choses qui sont très clairement écrites. C'est sur les phases d'excitation, quand vous allez avoir quelqu'un qui se met
à parler à tout le monde alors qu'il ne fait pas ça habituellement, qui se met à avoir des amplitudes horaires bien supérieures à ce qu'il fait d'habitude, et qui pour autant n'a pas l'air fatigué. Quand vous avez quelqu'un qui se met à dépenser beaucoup plus que ce qu'il dépense habituellement, quand vous avez quelqu'un qui va avoir, allons-y, osons tout, dans la sphère intime, une sexualité débridée, et éventuellement des conduites à risque. Voilà, tout ça pendant plus de 4 jours consécutifs, c'est déjà inquiétant. Ouais. Très bon à savoir. Voilà. Merci infiniment de nous livrer ça, c'est un premier truc. Et pour l'autre versant, le versant dépressif qui est plus facile, donc je ne vais pas m'étendre trop sur les symptômes de la dépression, mais ce qui est admis, c'est qu'il faut que ça dure plus de 15 jours consécutifs. D'accord. Ah oui, on ne l'a pas dit, effectivement, la durée moyenne. Enfin, en tout cas, il faut dire plus de 15 jours consécutifs. Là, on s'inquiète. D'accord. Voilà, on peut pendant 15 jours... Et puis, il y a une distinction qu'il faut faire, et après, je rends la parole, je ne veux pas la confisquer. Il y a une distinction qu'il faut faire, c'est les événements de la vie qui vous rendent triste et une dépression. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Et même quand on est atteint d'un trouble psychique, on peut avoir des moments où on est triste, ce n'est pas pour autant qu'on rechute. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Effectivement, on en parlait hors antenne, donc vous n'avez pas pu bénéficier de cette conversation, Fabrice Solière, avec les deux invités ici présentes. C'est qu'aujourd'hui, où nous psychologisons, alors il y a des avantages aussi à cette psychologisation à outrance, c'est qu'on a des outils merveilleux pour essayer de décoder et d'aller mieux. Vous êtes la preuve vivante de cela, Fabrice et Noël. Mais en revanche, il y a aussi... Voilà, l'espèce d'obsession de tout mettre dans des cases, de tout psychologiser, tout dramatiser. On n'est pas dans la norme. Il y a même des psys qui parlent de normose, après la névrose, qui une sorte d'injonction à être dans une espèce de rail imaginaire qui n'existera jamais, quelle horreur d'ailleurs, où il ne faudrait pas avoir d'émotions, il faudrait tout maîtriser, etc. C'est juste, voilà. Donc, voilà, vous disiez d'ailleurs Noël tout à l'heure, je crois. Moi, je suis... heureuse d'une certaine façon, puisque j'ai gardé mes émotions, Noël. On m'avait quand même dit ça tout à l'heure. Oui, je vous ai dit ça. Bon, j'ai pas rêvé. Non. J'ai gardé mes émotions, si bien la joie que la tristesse. Et il m'arrive de pleurer et je m'inquiète pas, parce que voilà, ça fait partie de... Grâce à votre traitement, c'est ça, en gros? Oui, malgré mon traitement, je peux être explosée de joie, je peux pleurer, mais sans que ça m'inquiète, parce que je suis humaine et que ça fait partie de moi et que de tout un chacun d'avoir des émotions. Hélène Vecchiali, c'est... Oui, pardon, juste Fabrice, avant d'écouter Hélène, vous souhaitiez ajouter juste quelque chose à cette Non, régulation? J'acquiesçais. D'accord. Vous aussi, vous êtes régulé au niveau du traitement, c'est ça ou pas? Alors, moi, je prends 2 molécules, un antiépileptique qui a des propriétés de régulation de l'humeur et un antipsychotique. Et du coup, donc ça, c'est mon traitement de fond. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a un qu'on ne touche pas et il y en a un que je fais varier de 50 à 300 mg en fonction de mon besoin, mais c'est moi qui décide. Quand je vais à la pharmacie, la pharmacienne me dit « Bon, ce mois-ci, on fait combien ?» Je dis « Ce mois-ci, on fait 50 mg parce que ça va bien. » Ouais, c'est vraiment au cas par cas. C'est là où on voit que Hélène... Fabrice, tout à fait. Et juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, les traitements sont éminemment individualisés. Même s'il y a une star des traitements qui est le lithium, dans le trouble bipolaire, tout traitement qui aujourd'hui voudrait une autorisation de mise sur le marché devrait se comparer au lithium, parce que c'est le plus efficace et le mieux toléré. Mais on ne peut pas dire qu'ils conviennent à tout le monde. Okay. Voilà. Et il y a d'autres classes thérapeutiques qui existent. Oui. Hélène Vecchiali, d'abord une réaction, j'ai une question sinon après. Oui, on l'a dit tout à l'heure et bien sûr il faut le redire, et Fabrice et Noël l'ont bien expliqué. Il y a autant de bipolarité que de personnes, et il y a autant de traitements que de personnes. C'est-à-dire que rien n'est standard. C'est pas on prend un Doliprane et puis et tout le monde va bien. C'est vraiment... effectivement, le lithium, c'est le médicament, là, pour le coup, standardisé, mais avec les doses, et puis des médicaments associés. Et ça doit être fait par des spécialistes.
bien évidemment. Comment expliquez-vous, Hélène Vécalé, je poserai, si on a le temps, la question aux deux autres invités ici présents, que certaines personnes, malheureusement, je vous le disais juste avant l'émission, on connaît tous autour de nous des personnes qui ne s'en sortent pas aussi bien que Fabrice et Noël. Comment expliquer ça ? C'est juste une histoire de mauvais traitement, de mauvais médecins, en gros ? Non, les médecins ne sont pas mauvais, mais c'est une histoire du bon psychiatre et de la régularité de la prise. Parce que Noël l'expliquait, à chaque fois qu'elle a arrêté, elle a replongé. Ouais. Et ça, c'est aussi, par exemple, pour les schizophrènes. Moi, j'ai une petite cousine très éloignée qui a passé son temps à arrêter les traitements et à replonger, arrêter les traitements. Je parle de la schizophrénie pour le coup. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand les gens vont bien, c'est vrai qu'ils rêvent de plus prendre de médicaments et de se dire ça y est, je suis guéri, puisque le principe des médicaments, c'est je te donne un médicament et puis ça y est, t'es guéri. Or là, ils prennent des médicaments et ils ne sont pas guéris. C'est-à-dire il faut accepter l'idée qu'ils vont prendre ça à vie, mais c'est lourd. Bon, d'un autre côté, la souffrance, elle est aussi lourde. Donc voilà, chacun choisit ce qui est le mieux. Et, voilà. La souffrance, et là, c'est impératif d'accepter, et c'est difficile, et je suis admirative de nos deux témoins, d'accepter, de prendre ça à vie, et puis de se dire, effectivement, voilà, c'est régulé, je me sens bien, je fais très attention à moi. Et puis, finalement, j'ai une vie normale avec des joies et des peines, mais qui ne sont pas excessives et qui sont circonstanciées. Vous avez un complément, justement, à ajouter autour de cela. Est-ce que vous avez une idée sur les personnes, par exemple, pour expliquer que certaines personnes restent dans un état effrayant, quoi. Enfin, moins bien que certains bipolaires. Moi, en ce qui me concerne, il faut avoir, c'est facile à dire. Enfin, moi, en tout cas, je respecte une hygiène de vie. Voilà, je fais pas la fête sans arrêt. Je bois pas d'alcool. Voilà, je suis vraiment parce que je pourrais pas de toute façon. Vu mon état, il faut avoir une vie très très calme. Voilà, très posée. Ça, c'est important peut-être à le préciser aussi. La vie très calme, pas être bousculé ou dans le stress ou, voyez. Et puis aussi j'ai mis en place des choses aussi pour moi qui me font plaisir. Par exemple, j'aime la peinture, je peins, ça m'apporte beaucoup. Vous m'aviez dit qu'écrire le livre, écrire aussi, ça me fait du bien. Ouais. J'ai écrit plusieurs livres, mais qui n'ont pas été publiés, mais en auto-édition. J'en ai écrit 2 autres avant. Mais ça m'a beaucoup apporté, et surtout quand j'allais mal, il y a une période où j'avais pas de lithium et j'allais très très mal. Et j'ai écrit et ça m'a soulagée, j'avais tellement des émotions, je les ai mis dans ce livre. Et voilà, il faut aussi que les gens fassent des choses qui leur fassent du bien. Moi, c'est la peinture, ça pourrait être la musique pour d'autres, le sport. Fabrice, c'est quoi, vous, qui vous aide c'est important ce que dit Noël, de faire des choses qui se font du bien, et puis de se trouver son propre rythme. Moi, je suis l'antithèse de Noël. Je bois de l'alcool, je me couche tard le soir. Voilà. Et pour autant, ça fait 7 ans que je n'ai pas connu d'épisode aigu de la maladie. Alors qu'en 10 ans, j'ai été hospitalisé 6 fois. Donc, du coup, je pense que j'ai quand même trouvé quelque chose qui fait que ça fonctionne bien. Moi, c'est le sport qui me stabilise. Donc, je joue au golf. Je joue au golf et ça me fait beaucoup de bien. Pour revenir sur votre question, c'est qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent moins bien que d'autres. Aujourd'hui, la réhabilitation psychosociale, qui est vraiment la tendance lourde du soin dans les troubles psychiques, le besoin en réhabilitation psychosociale en France, c'est 2 millions de personnes. Le nombre de places disponibles, c'est 20 000. Waouh. Voilà. Je crois que vous avez répondu à la question, en fait. ça veut dire que l'accès aux soins généralisés, il est loin d'être aujourd'hui le cas. Juste une dernière chose, pour plaider pour ma paroisse, les pères aidants dont je vous parlais en tout début d'émission, c'est 50% d'hospitalisation en moins dans les services où il y a des pères aidants. C'est le mot de la fin.
Merci Fabrice Solière, en tout cas. Vivre avec un trouble bipolaire, je rappelle votre livre, du diagnostic à la vie quotidienne. C'est possible. Chez Mango. Merci beaucoup. Hélène Vicali, merci aussi, vous qui êtes psychanalyste. Votre livre Bienvenue en thérapie chez Larousse, Noël Desmaranges. Merci beaucoup pour votre témoignage, Noël. Merci d'être venu. La bipolarité et moi chez Olys Bleu. Merci les amis. Bonne soirée à tous. Merci Marie-Ange.